Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AGN. On continue notre grande aventure sur la V1 avec notamment un autre petit scénario qui s'appelle Bloodbound. Donc Bloodbound, c'est le lien du sang. Les liens du sang d'ailleurs, je crois en français. Il est sorti en VF. C'est pas le meilleur supplément ni le meilleur scénario qu'on puisse attendre de Vampire la Mascarade, mais au moins il y a des tentatives de faire des choses un peu différemment. Et c'est aussi la première fois où le sabbat va être introduit vraiment de manière assez importante. Donc je ne comprends toujours pas la finalité de cette couverture puisqu'il n'y a aucun lien avec ce qui semble être un magus du Trémère. Enfin bref, passons, c'est pas grave, on verra bien. On notera la coupe de cheveux particulièrement hideuse du personnage illustré. Donc Bloodbound est écrit par Ken Cliff, qui est un nom qui probablement vous dit rien, pourtant il aura un rôle très très important chez White Wolf, pas tellement en tant que scénariste, c'est surtout quelqu'un qui va s'illustrer par la suite en tant qu'éditeur, donc relecteur essentiellement, et personne qui est en charge en fait de vérifier le bon développement des gammes chez White Wolf. Il va surtout se faire connaître parce que c'est lui qui va créer Hunter the Reckoning, et plus tard essentiellement être le maître d'œuvre derrière le nouveau monde des ténèbres, donc World of Darkness, le Vampire le Requiem, et d'autres jeux. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment avoir un rôle dans l'ombre, mais extrêmement important chez White Wolf. Donc on a le scénar lui-même est extrêmement simple. Il va prendre un... C'est marrant, il y a toujours des espèces de dédicaces, et la dédicace c'est au Dr Seuss. Donc le Dr Seuss étant c'était un écrivain qui est très très connu, qui a fait des livres pour enfants, notamment le Lorax, le Grinch, enfin qui sont vraiment les livres les plus iconiques que tous les petits enfants américains ont lus. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas ça a eu un impact assez incroyable. Donc je suppose qu'il est mort en 91, je suis pas sûr. Donc l'histoire est assez simple, voire très très simple. Ça reprend l'histoire d'un personnage qui s'appelle Neely, qui est le sénéchal en fait de Chicago. Donc ça se passe toujours à Chicago. Et du jour au lendemain, il y a en fait, on s'aperçoit que Neely avait un ami qui pouvait pas blairer. Il y a une espèce de montée en larvaire qui s'est passée. Donc un ami qui, comme lui, est né dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle. Et dégoûté par tout l'amour que ce mec lui apportait, grosso modo, il l'a transformé en vampire, et ils se sont engagés une sorte de jeu violent entre eux, parce qu'ils étaient amoureux de la même mortelle, qui a pu à la fin, être goulifié par Neely, et son pote, de l'autre côté, lui, s'est retrouvé un peu coincé, a manipulé, a eu un lien du sang, et donc pour casser le lien du sang, ça c'est un peu le grand truc, il est rentré au sabbat. Et ça, c'est l'idée qui est extrêmement importante, au moins dans la V1, qui va un peu disparaître au fur et à mesure, notamment avec la poussée de plein d'autres lignées et de choses, disons, plus mécaniques. C'est que le sabbat, généralement, les gens qui vont dans le sabbat sont très très mal vus. Évidemment, il y a une chasse au sang qui est lancée, ça devient des ennemis les Camarilla. Mais dans le sens, en fait, de la V1, le sabbat est mystérieux, inhumain, mais lui est essentiellement vu comme une sorte de porte de sortie pour beaucoup de vampires, qui, comme à l'époque de la révolte anarque, voient en fait le sabbat comme un moyen de s'astreindre des liens du sang qui sont extrêmement présents. Et ça, c'est un point qui, à mon avis, est très très présent dans la V1 et qui disparaît un petit peu, c'est que tout le monde fait des liens du sang dans la V1. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de chances d'être complètement pris à partie et en fait lié soit à votre mentor, soit au prince, soit à un autre vampire qui veut vous manipuler. On rappelle le lien du sang, nonobstant de la génération qui n'a pas vraiment d'impact, il suffit, si vous buvez une fois du sang d'un vampire, vous commencez à avoir vous avez un lien qui commence à s'en avec lui, au bout de 2 fois, c'est dire votre ami, au bout de 3 fois, le lien est forgé, ce qui veut dire que vous pouvez pas l'attaquer, et vous pouvez pas lui faire de mal. À part ça, la seule manière de se débarrasser du sang, c'est de ne pas voir le vampire pendant quasiment, je sais plus, c'est 100 ans moins un point de volonté, donc c'est extrêmement long, et c'est extrêmement difficile, ce qui prouve toute l'horreur, en fait, de ce lien qui existe, qui donne évidemment des pistes pour faire plein de scénarios possibles, parce que par exemple, en donnant l'exemple d'une série de jeux vidéo qui a été faite, qui sont des visual novels qui s'appellent Machin of New York, donc il y a Coteries of New York, Shadows of New York et Reckoning of New York, qui sont la V5, il y a tout un pan en fait de l'histoire qui est lié à ça, où on s'aperçoit qu'en fait le prince est lié par le sang à une des harpies, et c'est un peu le final glaçant dans des jeux d'ailleurs. Donc ça reste un mécanisme qui est extrêmement important et qui est au cœur de Vampire la Mascarade, tout du moins quand vous jouez Camarilla. Les indépendants c'est un peu différent, et le sabbat justement se targue de pas avoir de lien du sang, sauf qu'en fait
quand on commence à regarder un peu le sabbat tel qu'il a été conçu, il y a d'autres moyens de pression qui sont assez monstrueux. Et évidemment, on n'entend pas moins de ceux qui se considèrent justement comme des créatures inhumaines et des véritables vampires. Donc, l'idée est assez simple, comme je vous dis, Steve Jefferson, l'ennemi de Nelly, en fait, se bat, encore une fois, avec Nelly, et finit, en fait, complètement emprisonné, alors qu'il revient du sabbat, il finit emprisonné dans du béton. Et l'histoire, évidemment, va être que vous allez vous rendre dans un bar, c'est dans Chicago, donc on remarque tout de suite un peu l'esthétique très très simpliste du sabbat, hein, qui arrive dans le bar où sont tranquillou. Alors, je sais pas si c'est il me semble, mais je crois pas que c'est le Succubus Club justement, où tranquillou les joueurs sont là à peinard, et au bout d'un moment le sabbat arrive, commence à foutre la merde, et donc c'est l'espèce d'idée où le sabbat arrive, et voyant les joueurs disent mais en fait vous êtes des jeunes nouveau-nés, il faut sortir des liens qui ont été forgés par le sabbat, vous pouvez être autre chose, en fait, vous pouvez être mieux que ce que vous êtes actuellement, n'hésitez pas à nous rejoindre, enfin vraiment, et puis il faut les casse-couilles, ils en foutent partout, donc très vite évidemment, les ghouls arrivent, tous les gens qui sont loyaux à la Camarilla, notamment le Balthazar, va arriver, et ça va être un peu la grosse baston, donc on est vraiment sur du truc très classique, mais évidemment, on vous explique qu'en gros, il y a les joueurs trouvent dans le béton, à cause de la baston, le corps en torpeur de Nelly s'effondre avec un pieu dans le cœur, un pieu qui a été mis par Nelly. Et donc les joueurs vont aider, qu'ils le veuillent ou non, puisqu'il faut qu'il y ait une histoire, puisqu'en fait le sabbat a attaqué spécifiquement cet endroit parce qu'il savait que leur ancien, disons, mentor au sein du sabbat, parce que Jefferson, comme je disais, est rentré au sein du sabbat pour casser le lien du sang qui le liait à Nelly. Puis après, il a eu un peu de chance, disons, il a récupéré un peu d'humanité. Donc ça, c'est aussi un autre truc qui est un peu bizarre dans la V1, où le sabbat n'est vraiment pas complètement, disons, cadré, et bien sûr avec la propension vers l'humanité, à savoir que Golconde est un état qui est beaucoup plus simple à avoir, que y a des possibilités pour les jeunes vampires de redevenir humains, choses qui disparaîtront complètement après. Et ben là, en l'occurrence, nos jeunes amis vont retrouver ce type qui avait réussi enfin à se délier du sang en passant au sabbat, puis à sortir du sabbat, pour enfin retomber sur Nelly à Chicago et se faire plus ou moins one-shot par le ventru, empalé donc dans du béton. Vos joueurs étant assez cool, ils vont le sortir de là. Le type va s'introduire en cachant quelques détails, mais en vous disant bah c'est super, je suis un ancien, merci beaucoup de m'avoir sauvé. Et c'est là qu'on voit finalement les vieux du sabbat sont plutôt cool, parce que Jefferson va être assez chill et dire bah écoutez, pour l'instant, restons amis, je vous filerai de tâches à faire. Je voudrais vraiment que vous étudiez ce qui se passe avec Nelly, parce que j'ai entendu dire qu'il a des petits problèmes, je suis un de ses amis. Donc Nelly est dans le Sénéchal, Nelly ayant beaucoup d'influence et d'impact dans la ville. Les joueurs ont quelque part, même pour leur propre survie, tout intérêt à faire ce qu'il dit, pour la simple raison, c'est que si jamais effectivement Nelly a des problèmes, eh ben ça tombe bien parce qu'on peut le faire chanter. Ça c'est le grand truc de Vampire la Mascarade. C'est pas tellement, vous gagnez pas tellement, enfin il y a l'expérience qui rentre en jeu, mais la progression essentielle dans une ville de Vampire la Mascarade se fait par les faveurs que vous accumulez auprès d'autres personnes. Et plus le vampire est vieux, plus le vampire est balèze, plus la faveur va être importante, et plus lui va vous pousser justement pour, disons, s'astreindre de sa faveur, mais c'est vraiment le cœur du jeu, à savoir cette espèce de coup de pouce du destin qui peut aider un jeune vampire à gravir les échelons. Parce que l'autre principe des vampires, évidemment, c'est que c'est comme une entreprise, sauf que vous pouvez pas attendre la mort ou la retraite de votre patron pour prendre sa place, puisque, grosso modo, plus le patron est vieux, plus il est balèze, et en plus il est immortel. Donc c'est là tout le jeu de la Camarilla et aussi du sabbat, on l'oublie pas, mais c'est que pour gravir les échelons, à part la diablerie ou les coups de pute, ça risque d'être très très compliqué. Ou alors vous changez complètement de cap et vous vous attardez sur Golconde ou d'autres poursuites personnelles. Donc on vous introduit un autre personnage qui était Millie, et Millie c'est la ghoul en fait de Nelly, qui était la femme avec laquelle Nelly et Jefferson étaient obsédés. Sauf que, retournement de situation, ce qui va se passer, c'est que Jefferson, durant le fait qu'il sort, va ourdir un sombre plan machiavélique pour mettre à mal Nelly, avec les joueurs comme témoins un peu de sa supercherie. Donc Emily et la ghoul au service de Nelly. Jefferson va se réacoquiner avec elle, la séduire à nouveau, puisque grosso modo, elle est pas... disons qu'elle est forcée à servir Nelly, mais ça s'arrête là, elle n'a plus de sentiments pour lui. Donc en fait, Jefferson va lui donner de son sang,
ce qui va faire que, se nourrissant sur Emily, Neely va avoir un lien du sang qui va être créé par Jefferson, donc son ennemi en fait va manipuler Neely, et c'est là où ça va être un peu la catastrophe, c'est que vos joueurs vont, donc déjà ils vont retourner voir l'ami Lodin, alors on a toute la clique, hein, c'est le grand classique, vous avez Lodin au centre, chez le shérif, donc Balthazar, et vos joueurs qui sont habillés façon cuir, au milieu avec les gardes du corps, et Lodin étant un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe, parce que évidemment le Balthazar va accuser les jeunes vampires, donc les PJ, d'avoir foutu la merde et d'être du sabbat. Vos joueurs vont se défendre en disant que Balthazar a fait n'importe quoi, il s'est barré dès qu'il a pu. Et Lodin est un peu au milieu en train de dire mais qu'est-ce que je vais faire de ce petit monde. Souvent ça se finit, si vous n'avez pas d'argument intéressant, ça se finit justement, Lodin vous force à boire son sang, vous amenant en fait sur le pas du lien du sang, ce qui est vraiment le cœur du scénario, évidemment, comme vous l'aurez deviné. Donc, s'ensuit la vengeance, en gros, la vengeance de Jefferson sur Neely, qui va petit à petit poursuivre, donc qui va demander aux joueurs un peu de suivre Neely, notamment au Succubus Club, et là il va s'apercevoir, Neely va commencer à se nourrir sur la première personne passée au milieu des badauds, ce qui veut dire que les joueurs vont devoir intervenir avec notamment donc les 2 ou 3, notamment le vampire qui dirige le club pour essayer un peu de nettoyer tout ça, pour éviter que justement l'enfreinte à laquelle Maria soit, enfin que la mascarade soit mise à mal, et surtout pour essayer de faire un peu chanter Neely au passage. Évidemment, Neely va pas comprendre ce qui se passe, il dit c'est bizarre et tout, je m'en souviens pas, vous dites n'importe quoi, laissez-moi tranquille sinon je vous défonce, parce que ça reste quand même un ancien. Et au fur et à mesure, donc la vengeance, disons, à la Monte Cristo de Jefferson va s'accentuer, puisqu'il va aller, en fait, Neely utilise un orphelinat pour se nourrir, et il va commencer à essayer de transformer des enfants en vampires. Donc si les joueurs sont pas assez rapides, donc là, clairement, les joueurs vont dire, bah, t'as pas le droit, Lodin n'a pas accordé le fait que tu puisses créer des enfants, puis en plus sur des enfants, ça le fait encore moins bien, on va dire. Donc, et encore une fois, Neely va dire, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas de ma faute, et évidemment, ça va empirer, jusqu'à ce que, alors c'est là où ça devient assez intéressant, Neely va essayer Jefferson va contrôler Neely pour qu'il essaie de tuer Lorraine, qui est une jeune vampire, et si vous avez lu Chicago by Night, vous savez que Lorraine, c'est une très jeune vampire dont était amoureux Lodin. Ce qui fait que si, grosso modo, elle meurt, c'est clair que Neely va se prendre une chasse au sang sur la tronche, et c'est fini pour lui. Donc, à vos joueurs d'intervenir et de réfléchir comment est-ce qu'ils vont faire leur histoire, puisqu'en gros, on vous le dit pas explicitement, mais Lorraine dit, si vous me sauvez, dans tous les cas, je vous confierai, je connais quasiment tous les secrets de la ville, par les confidences que lui fait Lodin. Et vous devez essayer d'arrêter Neely, encore une fois. Donc c'est aussi l'occasion, ça c'est assez marrant, ils sont assez généreux en général sur les... Donc il y a pas mal de situations qui peuvent vous faire perdre de l'humanité, mais il y a beaucoup de situations qui vous en redonnent, pour enfin comprendre que à la fin Neely va essayer de disparaître, pour aller directement rencontrer le sabbat, puisqu'il comprend qu'il est sous le coup d'un lien du sang, mais il sait pas qui lui a fait ça, et pourquoi. Donc... Évidemment, vos joueurs vont aller, et c'est là où ça devient rigolo, on arrive sur le cliché du sabbat, retrouver un gang de bikers, qui s'avère être en fait un pack du sabbat, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, et essayer de retrouver Neely. Donc il faut faire les fous, il faut tout casser, il faut brûler des bagnoles, et donc vos joueurs infiltrés au niveau du sabbat, qui sont moitié Tom of Finland, c'est assez n'importe quoi. On marquera d'ailleurs qu'on a des beaux clichés sur les personnages joueurs, puisqu'on a le barbu Gangrel, la séductrice Toréador, je suppose le ventru, et le commando Bruja. Donc ça c'est assez rigolo. Pour enfin... En supputant, donc en essayant de ne pas vous perdre des points d'humanité en étant avec le sabbat qui arrive sur son incarnation, justement, que je trouve assez triste et qui va perdurer de on est des fous, on crame tout et on casse des voitures, littéralement vous cassez des voitures. Donc il y a plein de choses à faire comme des petits malins, des petits méchants. Quand je disais Tom of Finland, on n'est pas loin quand même. Pour enfin arriver sur la scène finale qui est l'initiation de Neely au sein du sabbat. Donc ce qui se passe, c'est que le master plan, évidemment, de Jefferson, c'est de forcer donc Neely avec les mecs du sabbat, il force Neely à subir l'initiation du sabbat, donc il l'enterre, il l'assèche de son sang, il lui donne du sang qu'ils ont mélangé chacun d'entre eux du pack, avec évidemment Jefferson qui est derrière, et enfin,
Normalement, Nili sort de sa tombe, il perd toute son humanité, ou quasiment, donc ça c'est un espèce de processus quasi mystique, puisque c'est un peu le truc bizarre, c'est-à-dire que je peux comprendre quelqu'un qui vient de se faire étreindre puisse évidemment ne pas perdre son humanité en sortant de la tombe et être complètement fou parce qu'il est en frénésie. Autant un vieux vampire, ça me semble un peu plus délicat, surtout un ventreux qui généralement sont des mecs assez costauds. Mais donc en gros, Jefferson attend et te dit haha et tout. En fait, c'est comme Monte Cristo. J'assure ma vengeance. T'as essayé de me rouler dans la farine. J'ai libéré Emily. T'as plus aucune emprise sur moi. Et maintenant, tout ce qui te reste. En plus, maintenant grosso modo, tu viens de rejoindre un pack et c'est moi le chef du pack du sabbat. Donc maintenant, grosso modo, t'es mon esclave pour toujours et c'est bien fait pour toi. Ce qui fait que vous n'entendrez plus parler de Nili qui devient un membre du Sabbat. Et Jefferson, qui est assez cool quand même, vient voir les joueurs et leur dit « Ouais, vous savez, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir aidé, je suis désolé de vous avoir un peu roulé dans la farine, mais bon, vous inquiétez pas. Ah, si jamais vous voulez rejoindre le Sabbat, pas de souci, ça c'est mon amulette personnelle, et il a littéralement une putain d'amulette qui vous donne, il dit « Mettez une goutte de sang, vous m'appelez, puis bah pas de souci, on vous fait la cérémonie d'initiation, vous pouvez rejoindre le Sabbat quand vous voulez, il y a aucun problème. » Donc il est assez chill quand même c'est là qu'on s'aperçoit que le Sabbat, plus on monte les rangs du Sabbat, plus on est généralement pas si différent de Camarilla. Donc il dit « Ouais, vous inquiétez pas, appelez-moi, il n'y a pas de problème. » Et il repart avec Nili, potentiellement Emily et son pack du Sabbat sur une moto, c'est très important. Et laissant vos joueurs un peu ronds comme devant, où l'idée de Cliff, donc du scénariste, c'est de dire « Ah oui, mais puisque vos joueurs ont été manipulés par tout le monde, qu'ils ont potentiellement des liens du sang, s'ils sont Tremere, s'ils sont avec Lodin, s'ils sont avec machin bidule, et ben peut-être que l'offre de Jefferson a l'air plus alléchante que ce qu'on peut penser, même s'il est l'ignoble Sabbat. » Évidemment, tel que je vous l'ai lu, ça tombe un peu à plat parce que vous avez surtout l'impression d'avoir fait le fameux touriste dans un bus qui a regardé un peu un mec des PNJ se foutent sur la tronche, tandis que eux observent le spectacle et finalement il n'y a pas. Alors je vais bien croire que le thème du jeu, le thème du scénario, c'est que justement on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe, mais là c'est un peu fort du café. C'est un truc assez rigolo qu'ils font plus du tout, c'est que les quatrièmes de couverture sont utilisés pour mettre aussi les stats des personnages, avec donc tous les personnages qui sont présentés, l'humain, le reine, le gang du Sabbat qui est présent. Et on a un peu le tour en fait de ce tout petit scénario qui est pas démentiel, on va pas se mentir, c'est quand même pas génial. On remarque beaucoup de choses, toujours pareil, c'est que ce gros problème des scénarios White Wolf du début, qui sont vraiment très très dirigistes, on a l'impression que les joueurs sont un peu là en train de regarder le train passer. Le Sabbat qui était jusqu'ici extrêmement mystérieux, extrêmement soldatesque par la description de Philippe Rigaud notamment et des éclaireurs, alors que là on se retrouve un peu avec les méchants bikers façon Street of Fire ou ou d'autres films de cette trame-là où ils font du bruit, ils ont des motos, ils brûlent des voitures, ils sautent sur les tables au milieu des Elyséums de la Camarilla, et c'est pas démentiel, et le problème c'est que c'est un phénomène qui va encore empirer évidemment au fur et à mesure avec la V2, en rajoutant en plus des choses, en cassant un peu la mythologie du Sabbat, à savoir que on va avoir des anti-tribus, donc on va avoir des sous-clans en gros qui vous permettent de jouer les clans de la Camarilla dans le Sabbat, plein de petites choses comme ça qui sont assez dommages. Et là on a vraiment l'impression que quand vous suivez le personnage de Jefferson qui est censé être au cœur de l'intrigue, le mec passe de A à Z, c'est cool, il passe au Sabbat, il perd de l'humanité, mais c'est pas grave, il la reprend. Donc c'est très très particulier et à la fin en fait il rejoint à nouveau le Sabbat, il est jamais vraiment parti. Donc c'est un drôle de scénario qui est un peu qui va vraiment sonner le glas, à part quelques-uns qui vont arriver, ça va être un peu la fin de la fin, c'est-à-dire que là on est en 91, ils ont bombardé plein de petits scénarios à droite à gauche faits par les gens de White Wolf ou leurs partenaires. On va avoir encore Succubus Club qui va être plus des grosses amorces de scénar qui tentent, dans une sorte de dernier chant du cygne, d'avoir Chicago en trame de fond, des scénars à Chicago pour vos joueurs qui soient introduits dans le microcosme, qui puissent utiliser Chicago by Night. Très vite ça va disparaître, à l'exception peut-être de sous une lune de sang, donc Under Blood Red Moon, qui sera le grand final à Chicago. Chicago va garder son statut iconique par évidemment le fait que dans chaque édition de Vampire, vous allez avoir un Chicago by Night, mais peu à peu la trame
microscopique de vampires situé sur la ville venteuse va disparaître au profit d'un espèce de monde des ténèbres qui sera inauguré dès la fin de la première édition et tout de suite dans la seconde avec des intrigues hors des États-Unis ou dans d'autres États, voire dans des régions complètement à l'opposé du monde. Et pour la petite histoire, dans la V5, si vous avez l'occasion de lire Chicago by Night V5, qui se veut un remix post V5, donc avec la disparition des anciens, avec beaucoup de changements en interne, et notamment la fin de l'Odin, vous allez retrouver notamment Nili qui va revenir, et moi quand j'ai lu le bouquin, j'avais pas tilté, parce que à la fin, c'est donc il y a tout le microcosme de la ville, et à la fin on vous dit les outsiders, les outcasts, les parias de la ville, et il y a notamment l'Odin, qui a repris son nom norvégien parce qu'il est à moitié brûlé, c'est le roi des rats, pour aller vite, et on vous dit, oh, il y a Nili qui arrive, et ça y est, il est enfin sorti de l'emprise du sabbat, et il veut retrouver sa place au sein au sein de Chicago. Et sur le coup, j'avais pas tilté en fait que c'était lui, dans Bloodbound, et donc il le ressortait du chapeau plusieurs années plus tard, quand il a enfin réussi à se délier du sabbat pour reprendre sa place, il espère, de sénéchal, sauf qu'évidemment, il aura des grosses surprises là-dessus. Donc voilà, c'était Bloodbound, c'était pas le meilleur scénario du monde, mais ça montre un petit peu les différentes tentatives qui sont encore faites durant la première et la deuxième année de publication de Vampire la Mascarade pour faire des histoires. Et c'est bien story, c'est pas adventure, c'est pas scénario, c'est juste une histoire parmi d'autres, et on a vraiment le désagréable sentiment quand on lit tout ça, que c'est bien une histoire et que c'est pas un scénario de jeu de rôle. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!